l'instar de la communauté internationale, s'est engagé dans la voie d'éliminer le sida d'ici 2030, d'éliminer l'épidémie du sida d'ici 2030. Et pour faire face à ce grand défi, il fallait recibler les interventions. Et aussi, le Sénégal devait faire face à la diminution, on l'a dit tantôt, des financements internationaux de la riposte. Et il fallait, pour répondre à ces défis, changer d'approche en appliquant une gestion plus rationnelle, une gestion axée sur les résultats, mais aussi en s'alignant aux objectifs de développement nationaux et aux politiques sectorielles. Donc c'est dans ce contexte que le CNLS s'est engagé à réviser le plan qui était en cours 2011-2015 pour l'adapter à 2014-2017. Mais cette adaptation a également permis d'articuler, Madame le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, le plan à la stratégie nationale de développement économique qui doit se terminer en 2017, mais fait surtout suite à l'invitation du Fonds mondial de soumettre une requête selon le nouveau modèle de financement. Cette occasion également nous a permis d'utiliser le nouveau cadre d'investissement de l'ONU-SIDA. Le processus a été participatif, inclusif et itératif, avec les 3 étapes que vous voyez ici. Donc l'analyse de la réponse avec des revues qui ont été réalisées dans les 14 régions du pays, une revue nationale, aussi des réunions du secrétariat exécutif élargi aux partenaires et la revue documentaire. L'élaboration du plan stratégique a été participative avec, sous la direction d'un comité de pilotage mené par des groupes techniques qui avaient été mis en place, et nous avons organisé des ateliers, plusieurs réunions, et la validation a eu lieu le 6 mai dernier. Aujourd'hui, le lancement doit se faire à la réunion du Conseil. La situation épidémiologique du Sénégal montre une épidémie de type concentré. Donc vous voyez, nous avons une situation particulière parce que nous parlons d'épidémie faible dans la population générale avec 0,7% selon les différentes sources. Mais si vous regardez la flèche qui va vers le haut, donc l'épidémie est élevée dans les groupes cibles que sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, les professionnels du sexe et également chez les consommateurs de drogue par voie intraveineuse. L'autre caractéristique, c'est qu'il a été décrit au Sénégal des zones et des espaces de vulnérabilité. Donc c'est tous les pôles industriels, les plateformes touristiques, les carrefours de voyageurs, mais les sites des travaux intensifs, les zones de conflit, les zones transfrontalières également. L'épidémie du Sénégal reste féminine. On parlait de féminisation de l'épidémie, mais vous voyez, on était au ratio femmes-hommes de 2,25 en 2005. Aujourd'hui, on est à 1,6. Mais nous constatons que les femmes sont toujours plus atteintes que les hommes. Donc, les progrès et défis de la riposte. Nous avons noté dans notre riposte nationale des avancées majeures. J'en cite juste quelques-unes. Le passage à l'échelle et l'intégration des services de VIH dans les structures de santé. La participation et responsabilité accrue des PV-VIH et des populations clés. L'approche à base communautaire par une société civile très dynamique. Un meilleur ciblage des zones de vulnérabilité et des populations clés. Et c'est justement dans ce cadre que je cite les 3 documents clés qui ont été élaborés. C'est le cadre stratégique de réduction du stigma et de la discrimination, la politique genre et VIH, et le plan stratégique de lutte de drogue et VIH. Les acquis en matière de prévention, vous voyez le condom qui reste le moyen le plus sûr de prévention du VIH. Donc en 2013, 15 millions de préservatifs ont été distribués et le préservatif féminin ne suit pas encore, il est à 400 000.
En matière de transmission mère-enfant du VIH, donc le taux de transmission mère-enfant du VIH est à 4,3%, et vous comprendrez pourquoi nous voulons aller vers zéro transmission mère-enfant du VIH, parce que, en plus du préservatif, c'est l'un des moyens de prévention que l'on maîtrise le mieux. On sait que si une femme se dépiste, elle peut être mise sous ARV, et avec la mise sous ARV, elle pourrait ne pas transmettre le VIH à son enfant. Donc, il est possible, en tout cas, de relever le défi de zéro transmission mère-enfant. Les conseils et dépistages, malheureusement, il y a encore que 750 000 personnes qui se sont dépistées. Cela représente 12% de la population qui a été ciblée, mais en termes de couverture, il y a beaucoup de progrès. Nous avons 1223 sites de dépistage, et dans tous les centres de santé du Sénégal, dans tous les hôpitaux, les centres conseils pour ados et les centres médico-scolaires, le dépistage est offert gratuitement, également au niveau des postes de santé, etc. Aujourd'hui, en 2013, 13 716 patients sont sous traitement. Et vous voyez, avec un taux de survie estimé à 71%. La couverture également, pour les centres de traitement, c'est les hôpitaux, les centres de santé. Également, nous commençons la décentralisation au niveau des postes de santé. Nous travaillons aussi pour un environnement favorable à la prévention et également à la réussite de nos interventions. Dans ce cadre, il y a des interventions pour les droits de l'homme. Donc, il y a une loi VIH qui a été élaborée et promulguée en 2010, qui est en train d'être même diffusée dans les régions. Le Conseil national de lutte contre le sida a mis en place un comité de veille et d'alerte pour un environnement favorable, surtout pour les personnes clés les plus exposées. Il y a différentes interventions en direction des groupes vulnérables des populations clés. Nous avons également un document de politique nationale genre qui est un cadre de référence pour réduire les déséquilibres de genre, mais également beaucoup de plaidoyers et menés en direction des leaders religieux, des praticiens pour une participation et une responsabilité accrue des personnes vivant avec le VIH et des populations clés. En direction des populations clés, donc dans notre stratégie, nous avons défini 3 populations clés. C'est les professionnels du sexe, et vous voyez, nous avons mis en place donc un programme de suivi dans toutes les régions, avec 41 sites pour les PS, 9 sites en 2005 pour les MSM qui sont passés à 43 sites pour les MSM. Et nous avons un centre de réduction des risques à l'usage des consommateurs de drogue intraveineuse qui est en train d'être installé et qui sera livré au mois de juillet de cette année. Nous avons, comme vous l'avez dit, Madame le Premier ministre, beaucoup de défis à relever en termes de prévention. C'est la qualité et la pertinence des stratégies, l'élimination de la transmission mère-enfant qui est le thème de notre campagne d'aujourd'hui, mais aussi les défis d'intégrer le VIH avec les autres programmes de santé. En termes de... Qu'est-ce qui se passe? Donc, en termes de prise en charge, nous avons opté pour la stratégie test and treat. C'est-à-dire, on teste la personne. Si la personne est positive, on la traite. Et nous pensons que c'est une stratégie qui doit être mise en œuvre. Au Sénégal, nous voulons commencer au niveau des populations clés et dans les 5 régions les plus touchées. Et cette stratégie a vraiment l'aval des populations clés et des personnes vivant avec le VIH. Également, un autre défi, c'est la prise en charge des adolescents et des enfants vivant avec le VIH. Vous savez, les enfants qui ont commencé à prendre le traitement il y a 10 ans sont aujourd'hui devenus des adolescents et posent des problèmes
donc liées à l'adolescence. Donc il faut des services spécifiques et en tout cas une stratégie spécifique pour les prendre en charge. Malheureusement, la prise en charge des enfants vivant avec le VIH est un tout petit peu à la traîne comparé à la prise en charge des adultes et nous devons faire des efforts à ce niveau. Je parlais tantôt de l'intégration du VIH et les autres programmes de santé. Les personnes vivant avec le VIH qui ont commencé le traitement depuis 20 ans commencent à avoir des maladies chroniques, des maladies non plus liées au VIH, mais liées à leur âge, le diabète, l'hypertension, etc. Et donc, on ne peut plus continuer à gérer le VIH de façon verticale. La réduction de l'impact social et économique de l'infection à VIH en prenant en compte les déterminants de la vulnérabilité et aussi en prenant en compte les systèmes intégrés de protection sociale dans le contexte de couverture maladie universelle aujourd'hui, nous pensons que cette stratégie doit être au cœur de l'efficacité et de la pérennisation de la prise en charge du VIH. Donc, la vision de notre plan s'inscrit en droite ligne de l'engagement pris par les chefs d'État de l'Union africaine à mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030. Donc, c'est une vision zéro nouvelle infection, zéro décès lié au sida et zéro discrimination. Les principes directeurs sont là, c'est l'engagement, le leadership, l'articulation avec les programmes de développement, l'approche de cadre d'investissement, etc. et la pérennisation, la redevabilité, le respect des droits humains. Donc notre plan stratégique s'articule comme cela. Nous avons un résultat impact avec l'incidence qui doit baisser et les impacts sur la personne, les familles et les communautés qui doivent être réduites. Et ce résultat impact doit être atteint en réglant les 3 effets que vous voyez en bas. Diminuer les nouvelles infections de moitié, au moins 80% des personnes vivant avec le VIH qui bénéficient de traitements et donc d'une meilleure qualité de vie, mais également l'effet 3 qui est transversal, c'est tout ce qui est gouvernance, leadership, protection des droits humains, coordination et mise en œuvre qui doit être efficace, mais surtout qui doivent être efficientes. Les options stratégiques que nous avons choisies, c'est l'accessibilité aux services de testing, de prévention, selon le principe d'équité et dans le respect de la distribution géographique du VIH. C'est pour ça que nous avons choisi les régions sud du pays comme régions prioritaires, l'élargissement de la couverture des interventions à haut impact, l'intégration et l'optimisation des interventions qui prennent en compte la comorbidité, le vieillissement de la file active, ce que j'expliquais tout à l'heure, et la santé de la reproduction, mais aussi la prise en compte de la dimension genre et le respect des droits humains. Donc, les principales structures de mise en œuvre sont ici, c'est les structures classiques, donc il y a le secteur public, le secteur privé, les ONG, les organisations professionnelles, mais aussi le niveau décentralisé. Voici le cadre institutionnel du Conseil national de lutte contre le sida. Je montre rapidement cette diapositive pour montrer, Madame le Premier ministre, que nous avons introduit maintenant un comité de pilotage, parce qu'avant, le Conseil s'appuyait également sur un forum de partenaires. Mais ce forum se réunit une fois par an. Et nous pensons que pour un plus grand plaidoyer et également une plus grande implication de nos autorités dans le suivi de l'efficacité de ce que nous faisons, il faut un comité de pilotage mis au niveau de la primature, donc qui se réunirait au moins 3 fois par an ou 4 fois par an et à qui nous rendrons compte. Le budget du plan stratégique s'élève à 75 milliards 752 millions, donc c'est ce budget-là que nous devons mobiliser. Et vous voyez que le budget est également réparti entre les différents effets, donc la prévention 38%, la prise en charge et les autres également. Donc c'est un budget bien équilibré. Maintenant les enjeux. Enjeu numéro 1, c'est la maîtrise de l'épidémie et le devoir de vigilance. Il y a de nouvelles dynamiques, c'est normal. Donc, de nouvelles formes de prostitution, prostitution masculine, prostitution des jeunes, prostitution clandestine, etc. Il y a un regain de violence, surtout la violence basée sur le genre qui est maintenant bien documentée.
la précarité et la promiscuité croissante avec la création d'habitats spontanés en bordure de ville, de nouveaux comportements à risque, de nouveaux types de conflits, des mouvements de population qui peuvent être le lit de l'épidémie à sida. Nous pensons que notre épidémie est certes faible, mais c'est une épidémie stable qui ne descend pas. Alors que l'ONU-SIDA classe maintenant les pays en 3 catégories. Il y a des pays où l'infection baisse, mais il y a des pays où l'infection reste stable. Et donc, le Sénégal est au milieu dans les pays où l'infection est stable. Et nous pouvons envisager à faire baisser cette prévalence. Enjeu numéro 2, c'est que nous nous sommes fixés des cibles audacieuses, avec une baisse de 50% de la transmission du VIH, une baisse de 50% des décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH, s'assurer qu'aucun enfant ne naisse avec le VIH, la stratégie Test, Treat and Return, donc c'est la stratégie tester et traiter, donc qui sont des cibles très ambitieuses et nous devons faire face à cet enjeu. Un autre enjeu, c'est l'intégration du VIH avec les autres problèmes de santé. Et donc, c'est la promotion ici des droits humains, mais je pense que, voilà. C'est des titres qui sont, c'est pas grave. Donc, l'enjeu 4, c'est la promotion des droits humains, et l'enjeu 3, c'était donc le sida, qui révèle et accentue l'ensemble des problèmes de gestion du système de santé. D'où l'importance de renforcer ce système de santé. Nous pensons que le sida doit être géré comme une maladie chronique, ça ne doit pas être géré comme un événement temporaire, mais un phénomène à long terme. D'où l'importance justement de l'intégration du sida dans les cadres nationaux de planification. L'enjeu numéro 5, on l'a dit et répété, c'est les ressources qui sont en baisse et les conséquences qui peuvent être inquiétantes. Nous dépendons à 80% des ressources extérieures. Le gap du plan stratégique est de plus de 40% qui ne seront pas financés. Et nous pensons qu'il y a une nécessité de mobiliser encore des ressources domestiques. Je pense qu'il y a l'implication des ministères avec une allocation budgétaire, mais aussi le secteur privé doit nous aider dans cette mobilisation de ressources. Également les collectivités locales avec la réponse locale, l'articulation de la réponse avec les autres actions prioritaires de développement. Mais à notre tour, en tant qu'acteurs, nous devons aussi jouer de la transparence et être rentables dans ce que nous faisons. Nous pensons que réduction de la dépendance financière extérieure, c'est synonyme de souveraineté et aussi de pérennité pour nos interventions. Maintenant, quelle stratégie pour la pérennisation? Ça également, nous l'avons développé un peu dans le plan pour mobiliser les ressources domestiques. Nous avons parlé de l'implication des collectivités locales, des mutuelles, le financement propre des secteurs qui doivent prendre en compte leur plan sectoriel, le développement du partenariat public-privé. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Donc, aujourd'hui, nous avons un plan qui est finalisé, adopté par les acteurs. Nous allons finaliser les annexes du plan. C'est le plan de suivi et évaluation, c'est le plan de mobilisation des ressources, c'est le cadre institutionnel qui est en révision. L'élaboration de la note conceptuelle VIH est en cours et nous comptons soumettre cette note conceptuelle au Fonds mondial au plus tard le 15 août. Et après le 15 août, nous allons nous atteler à la mobilisation des ressources d'autres partenaires et aussi élaborer la subvention avec le Fonds mondial. En conclusion, Madame le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je pense qu'il est important que nous menons une réflexion stratégique. Et cette réflexion stratégique va nécessiter la compréhension des défis que pose le sida sur le long terme et sur le développement, mais aussi sur une capacité à définir des politiques et des programmes conséquents et adaptés aux spécificités de notre pays. Et nous pensons qu'il faut également une réflexion stratégique pour la pérennisation de la réponse, en identifiant des ressources pour soutenir les politiques et les programmes
mais aussi la pérennisation institutionnelle par la définition d'un statut clair pour le CNLS, qui est l'instance de coordination nationale et aussi ses structures décentralisées. Je vous remercie.